C'est intéressant, je plonge dans un univers masculin, c'est très instructif. Salut les amis. Salut Bruno. Hello! Bon, super. De se retrouver tous là. Aujourd'hui, on s'est dit que c'était bien de causer de l'accompagnement. Et surtout, on est super content d'avoir Jacques avec nous parce que c'est toi le chef en fait de l'accompagnement. Non, pas vraiment, mais bon. Il n'y a pas de chef dans l'accompagnement. Parce qu'effectivement, le super élan de toutes les boîtes qui ont mis gracieusement des ressources, des outils, etc. Et Yannick qui a pédalé comme un malade pour mettre tout ça en ligne. Ce qui va manquer aussi, c'est aider les boîtes, aider les organismes, aider tous ceux qui aujourd'hui ne savent pas utiliser tout ça, quoi en faire. Ce qui est le plus compliqué, c'est les usages, c'est savoir servir tout ça. Salut Philippe, il dit conseil. Mais finalement, je dirais que c'est pas propre à la situation du confinement. Depuis des années et des années, on voit dans notre milieu de digital learning qu'on commence toujours par les ressources et les outils. Et qu'on se pose la question de l'accompagnement beaucoup plus tard. Ce qui prouve qu'on n'est pas trop mauvais, parce que là, c'est le deuxième épisode, simplement, on parle déjà de l'accompagnement. Donc ça, c'est un bon plan, un bon point. Quand on est face à une situation comme ça, on essaye de mobiliser et de faire ce qu'on sait faire. Donc, ce que les formateurs et les enseignants, surtout, savent faire, c'est apporter des contenus, faire des apports, quoi, en fait. Il est nécessaire, mais très vite, il va se montrer insuffisant. Alors déjà, rien qu'au niveau même des contenus qui sont mis à disposition, ça ressemble quand même souvent beaucoup plus à des bibliothèques qu'à de réels parcours scénarisés. Et notamment, il y a une chose qui me paraît très étonnante, c'est qu'on ne tient absolument pas compte de la situation des apprenants. Parce que si c'est nouveau pour les formateurs et les enseignants, c'est aussi vachement nouveau pour les apprenants. Et qu'ils vont être confrontés à des difficultés importantes ou qui risquent de les amener à décrocher réellement. Et puis c'est en grande partie pareil pour les formateurs, parce qu'il y a très peu de formateurs, par exemple, qui ont été formés à leur métier de formateur, qui ont suivi un parcours diplômant ou autre, mais enfin, voilà. Donc ils apprennent sur le tas. Alors bon, ça, c'est pas nouveau non plus, c'est pas propre à la distance, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà en présentiel. Pour les personnes qui te connaissent, que tu prêchais pratiquement dans le désert depuis des années. Ouais. Je vois Stéphane à l'écran. Je suis super content, Stéphane, de te voir. Est-ce que il faut qu'on réinvente tout? Est-ce qu'on n'a pas un vécu, justement, parce que toi, Jacques, toi, Stéphane, toi qui dispense des activités à distance depuis tant d'années. Effectivement, là, depuis les événements, on voit fleurir tous les jours des articles qui parlent des logiciels de web conferencing, des classes virtuelles. C'est une vraie vague au-delà de l'outil qui est aujourd'hui quelque chose d'établi. Comment les gens qui vont animer et qui vont maîtriser assez rapidement l'outil vont être en mesure de scénariser leur parcours de formation, le séquencement de leur programme, les interactions réelles pour ne pas être dans une présentation descendante qui serait enregistrée sous la forme d'un webinar. Et ça, comme l'a dit Jacques, c'est aussi un métier, ça s'apprend par l'expérience, mais ça s'apprend aussi rapidement par des jeux d'exercice, par la communauté de ceux qui savent. Jacques, tu disais tout à l'heure, c'est nouveau pour l'EDU, pour les enseignants et pour les formateurs et pour les apprenants. Si on parle de l'EDU, pour avoir des ados dans mon environnement, la situation est nouvelle, mais les outils qui pourraient servir à les accompagner dans leurs apprentissages ne sont pas si nouveaux que ça pour eux. Du coup, j'ai envie de dire, les enseignants, si c'est quelque chose qui les freine, à mon avis, ça ne devrait pas les freiner. Ce qui peut les freiner, peut-être, c'est la crainte justement d'être moins en maîtrise de l'outil que leurs élèves ne le sont. Parce que moi, je les vois, ils sont tous sous chat, sous WhatsApp, etc., qui pourraient être des outils d'accompagnement.
ils maîtrisent parfaitement bien ça, mieux que nous. Et puis, idem pour les formateurs. Une partie de leurs apprenants sont des personnes de moins de 30 ans qui souvent maîtrisent très bien ces outils. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, la maîtrise de ces outils n'est pas forcément liée à l'âge de toute façon. Les enseignants aujourd'hui, ceux qui ont vraiment repris le flambeau là directement, sont restés dans un paradoxe total, ou en tout cas un biais qui est, de toute façon, les enfants, les jeunes, nos apprenants, ils sont dans une obligation de suivre ce que l'on renvoie. Donc, on a une responsabilité d'aller envoyer, d'aller nourrir, mais de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils vont apprendre. On est au bout d'une semaine et quelques jours encore dans cette posture folle de croire que de toute façon, les apprenants doivent apprendre puisque le cadre est ainsi posé. Évidemment, tout ça, ça va se casser la figure très très vite et la mayonnaise va retomber, le soufflet va retomber et les enseignants vont se rendre compte que faire ça, c'est sans doute nécessaire, peut-être nécessaire, mais absolument pas suffisant. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, Yannick. L'enjeu, il est là. Est-ce que les formateurs et les enseignants vont s'intéresser à leurs apprenants? C'est bien ça la vraie question. Pour rebondir un instant sur ta remarque, comment on fait justement quand on est dans le passage du tout à distance? Il y a un point qui est important, surtout en ce moment, c'est les conditions dans lesquelles on fait tout ça. Les personnes qui découvrent le digital learning en ce moment, certes, c'est super parce qu'il y a plein d'outils qui leur sont poussés, mais il va falloir qu'ils prennent du temps une fois que cette crise passée pour voir vraiment ce que c'est le digital learning dans des conditions propices à l'apprentissage aussi. Parce que... En fait, j'ai besoin d'aide là. J'ai besoin de 5 conseils à mettre en place dès demain. Voilà, c'est pour ça que je suis venu ce soir, pour être clair. Comment on va faire pour tenir dans la distance? Et c'est quoi? Et je demande à Jacques là, c'est quoi les 5, donnez-moi-en 5, les 5 règles que je dois mettre en place tout de suite là, cette semaine. Et je reviens vers vous la semaine prochaine pour vous dire si ça a marché. Ok, je vais essayer, Olivier. Je pense que la première chose à faire, un apprenant, il a besoin de visibilité. Il a besoin de savoir où il va. Donc, il faut présenter le dispositif et pas simplement dire ce qu'on va faire aujourd'hui ou ce qu'on va faire. Non. On sait que ça va durer, donc il faut présenter le dispositif tel qu'on l'imagine pour ces prochaines semaines. Un adulte, pour pouvoir s'engager dans l'action, il a besoin d'en connaître le sens et l'organisation. Donc ça, c'est absolument indispensable. Ensuite, il va falloir aider les apprenants à planifier leur temps d'apprentissage. C'est une des grandes différences avec le présentiel. Au présentiel, on sait qu'on vient dans tel lieu, à telle heure, etc. Là, on leur donne des ressources, on leur donne des activités à faire et c'est à eux de trouver les temps. Et on n'est pas égaux en matière de planification. Il y en a qui savent très bien se projeter, et puis d'autres, au contraire, qui sont plus dans la réaction. Et je dirais que parmi la jeune génération, c'est quelque chose que le digital, de manière générale, a amplifié, c'est-à-dire qu'on fait au moment où on doit faire, et on n'anticipe pas forcément. Mais il faut donc les aider à planifier de manière réaliste et pas volontariste. Et ça, c'est très important aussi parce que donc ça veut dire que de notre côté, il faut quantifier les temps. Très fréquemment, on balance des ressources et alors tiens, il y a la vidéo qui fait, je sais pas, un quart d'heure et on se dit, voilà, ça va prendre un quart d'heure pour l'apprenant. Non, ça va prendre beaucoup plus parce que pour apprendre, il suffit pas de visualiser. Et donc, il faut peut-être revoir, on prend des notes, on fait des tableaux, des synthèses, etc., des cartes montables, que sais-je, en fonction des stratégies d'apprentissage que les apprenants ont et qu'ils préfèrent. Mais donc, il faut, pour pouvoir les aider à planifier, il faut leur donner les temps. Ça, c'est absolument indispensable. Alors, ça reste des temps moyens, bien évidemment. Et je dirais que, moi, ça m'est arrivé fréquemment de demander à mes étudiants de me donner leur planning pour voir si finalement c'était réaliste ou pas. Parce qu'il y a tout là-dedans. Vous avez des personnes qui vont se surinvestir
Et le surinvestissement, c'est mauvais aussi parce qu'on ne tient pas dans la durée. Après, je pense que il faut faire circuler des signes de présence. Hein. Ça, c'est très important. C'est-à-dire manifester le fait qu'on est là, qu'on est prêt à aider, qu'on est disponible. Et peut-être que cette disponibilité, il faut la cadrer aussi. Donc, moi, je pense que l'organisation de permanence, et ça pourrait même se faire, parce que les conférences téléphoniques, hein, ça marche, hein, il n'y a pas besoin d'avoir des outils extraordinaires. Hein, et voilà. Alors après, je pense aussi que pouvoir proposer des activités à réaliser à plusieurs, que ce soit sous forme coopérative ou collaborative, peut-être plus collaborative, ça pourrait aussi maintenir les gens dans l'action. Hein. On voit bien que pour lutter contre l'abandon, les pairs ont un rôle assez important. Auto-formation égale auto-abandon. On le sait tous, nous qui travaillons dans ce domaine. Et si on ne met pas en place des outils pour lutter contre cet isolement, qui n'est pas simplement l'isolement par rapport au formateur, au sachant, à l'enseignant, mais qui est l'isolement par rapport aux autres, si on ne lutte pas contre ça, on va les perdre. Et puis, il y a peut-être aussi profiter de ce type d'interaction synchrone pour faire passer de la chaleur et de la relation. Ça va avec les interactions, bien évidemment, mais encore plus actuellement, prendre ces moments courts, hein, mais faire circuler la parole, être vraiment dans de l'interaction, pour le coup se voir, alors que parfois ce n'est pas nécessaire. Je pense que ça peut être un vrai supplément de chaleur dans cette période particulière. Alors, ouais, en fait, si on peut donner un petit peu de méthodologie aussi, s'il y a des formateurs peut-être qui nous écoutent. Moi, j'aime bien distinguer l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie tutorale. Et donc, sur l'ingénierie pédagogique, travailler sur toutes ces techniques collaboratives, coactives. Et donc, ça, c'est un premier élément. Et puis ensuite, réussir à venir calquer là-dessus l'ingénierie tutorale. Et pour ça, il y a une distinction aussi à faire, puisque là, on parle, on fait un mix entre plein de choses, mais je pense qu'il faut distinguer les cycles courts et les cycles longs. Tu me corriges, Jacques, si je dis une bêtise, mais sur les cycles courts qu'on va retrouver dans la formation professionnelle essentiellement, sur des formations de 2 jours ou étalées sur quelques semaines tout au plus, le dispositif d'ingénierie tutorale, il sera probablement moins essentiel et crucial que celui qu'on peut retrouver sur des cycles longs, comme on retrouve dans l'éducation et dans la formation continue. Oui, tu as tout à fait raison, Nicolas. De toute façon, il n'y a pas d'ingénierie tutorale passe-partout, comme il n'y a pas de scénario pédagogique passe-partout. Hein. Donc, à chaque fois, c'est en fonction du dispositif lui-même qu'il va falloir dimensionner justement ces interventions tutorales. On dit que, bien évidemment, pour se former à distance, il faut accompagner. Il faut donner les moyens d'accompagner. Philippe et moi, quand on concevait, vendait des dispositifs de formation à distance, on suppliait les clients en disant, si vous avez 100 à dépenser, gardez au moins 15 de côté pour l'accompagnement du dispositif et dépensez pas tout dans les ressources et dans le dispositif et les outils, mais faites-en moins, mais faites mieux. Moi, je rajouterais la notion de plaisir, c'est-à-dire le fait, en effet, de redoubler de créativité dans ce qu'on va communiquer aux apprenants et les faire jouer, ou en tous les cas, dans leurs interactions, ludifier un petit peu le tout, à la fois dans ce qu'on leur demande de faire, comment on leur demande de le faire, et dans les interactions qu'ils peuvent avoir avec le groupe. D'où le chat trop mignon. Voilà. Toujours plaisir. On entendait miauler, hein, c'est ça. Mais Philippe le Grand. Pardon. Puisqu'on apprend beaucoup par l'erreur, on peut parler d'une des premières erreurs que peut faire un formateur qui découvre le digital learning, c'est de se dire je vais prendre mon cours tel que je le fais en présentiel et hop, je vais utiliser les outils digital learning pour faire copier-coller. Et mon PowerPoint, je vais le mettre en live. Mes questions-réponses, je vais les mettre en WooClap ou en Klaxoon ou que sais-je, pour citer tout le monde. Ça, ce serait une grosse erreur. Ouais, ce que j'ai envie de dire moi là-dessus, c'est que
si je suis un peu caricatural, j'ai envie de dire, le problème du logiciel de classe virtuelle, c'est traité, ça existe, on choisit celui qu'on veut, celui qui nous convient, et basta. On se forme avec, ça prend entre 10 minutes et 1 heure si tout va bien. Et puis le deuxième problème, moi, je voudrais évacuer, c'est celui de la ressource. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ressources, elles existent. Or, tout le monde se met une pression sur comment je vais rescénariser, comment je vais recréer des ressources, comment je vais faire des modules de ceci ou de cela. Moi, je dis, la ressource, elle existe. Qu'elle soit déjà en présentiel, un prof, quel qu'il soit, il a son script, il a les exercices qu'il va faire à ses élèves, il a les bouquins qu'il distribue. Donc, tout ça, c'est sa matière première. Et hop, jouons la classe inversée. Distribuons les ressources existantes, trouvons celles qui existent sur le marché, et puis voilà. Et donc, concentrons-nous essentiellement sur l'accompagnement. Accompagnons les gens, prenons-leur la main. Moi, la dimension collaborative qu'évoquait Jacques en point 5 me paraît fondamentale. C'est-à-dire que faire que les gens, dans ce grand moment d'isolement, les étudiants de Bruno, là, on sent un exemple typique, se retrouvent pour bosser à distance, mais ensemble, que ce soit sur un Google Doc ou que ce soit à travers une appli comme celle-ci pour échanger, préparer des soutenances, préparer des rapports, préparer des présentations, etc. Cette dimension me paraît fondamentale. Donc, à la fois accompagnement individuel par le formateur-tuteur, mais qui y consacre du temps, qui le consacre, comme le proposait Jacques, à des éléments d'éclairage de la durée, du parcours, de comment ça va se passer, comment vous allez être encadré, comment vous allez planifier, etc. Mais laissez tomber les ressources, elles existent. Donc, le soft d'animation, il existe. Les contenus, ils existent. Concentrons-nous sur l'humain à distance. Réinjectons de l'humain à distance. Au début des années 2000, je pensais vraiment qu'il y avait un métier qui allait émerger. Et puis, finalement, à part peut-être dans quelques institutions qui sont totalement à distance, où on a effectivement ce métier de tuteur qui existe, voire même qui est formalisé. Je pense la TELUC que je citais tout à l'heure, il y a même une convention collective, il y a un syndicat de tuteurs, enfin voilà. Et toi, Stéphane, dans tes équipes, tu as des gens qui font que ça? Alors, comme on est plutôt orienté synchrone, on est parti plutôt du profil formateur, donc celui qui anime des classes virtuelles, c'est le gros de notre activité. Alors, je rejoins sur ce que disait Bruno, le rapport au temps. Nous, les sessions, ça peut être 1 heure ou 2 heures, mais c'est séquencé, c'est à des moments bien particuliers, et puis donc le programme a été retravaillé. Et le formateur peut être tuteur, alors qu'un tuteur n'est pas obligatoirement un formateur. Et on y injecte aussi des postures, on va dire entre guillemets, c'est un peu pompeux, de coaching pédagogique sur la partie motivationnelle. Juste pour repartir sur le métier, un dernier point. Je reviens encore sur les apprenants. Alors là, peut-être plus pour les gens qui travaillent dans l'éducation, parce que j'expérimente pas mal de choses avec ma fille et ses amis en ce moment. Je pense qu'il faut aussi faire confiance aux apprenants et peut-être tout simplement générer ce moment de rencontre, un premier moment de rencontre, voir ce qu'ils ont envie, eux, de faire, ce qu'ils ont envie d'en faire, et puis voir comment eux-mêmes, ils vont prendre la main. Merci les amis pour ce moment. J'espère qu'Olivier, tu as 6 points, c'est top. Je vais me permettre d'en faire un petit résumé. Donc, je vais faire un petit résumé de ce que tu as dit, Philippe, parce que vous avez tous dit, là, je vais le résumer, puis vous pourrez le commenter. Merci. Magnifique. Hop, Olivier. Super. Merci beaucoup. Merci les amis. Au revoir. Portez-vous bien. Merci à tous. Ouais. Soirée. Bon Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Merci à tous.